on va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de donner les moyens, d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition, et j'abonde. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux. Bonjour à tous, je suis Marion Lemonnier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai créé ce podcast en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une centaine d'adhérents qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. J'ai le grand plaisir dans cet épisode de rencontrer Étienne et Adrien sur le salon Terre de Gym à Cambrai, qui est l'incontournable événement agricole de la rentrée. Étienne, il est chargé de prévention chez Groupama, et Groupama est par ailleurs sponsor de la Ferme Digitale depuis plusieurs années. Il va nous expliquer son rôle auprès des agriculteurs du nord-est de la France pour minimiser les risques qu'ils encourent. Et à ses côtés, Adrien est lui polyculteur-éleveur et il va pouvoir nous donner son point de vue sur ces risques et comment il y fait face lui-même sur la ferme familiale. Bonne écoute! Bonjour à vous deux. On est du coup aujourd'hui sur le salon Terre de Gym. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et je suis donc du coup en compagnie de Étienne et Adrien. Est-ce que je peux d'abord vous laisser vous présenter? Étienne, à toi l'honneur. Bonjour, je m'appelle Étienne Roland, je suis chargé de prévention à Groupama Nord-Est. Je suis donc basé sur le département des Ardennes. D'accord. Et Adrien? Bonjour, Adrien Bézu, je suis jeune agriculteur. Je suis installé dans une ferme de polyculture élevage ici dans le Pas-de-Calais, dans le Ternois, et j'ai 30 ans, voilà. Ça marche. Du coup, on est sur le stand aujourd'hui de Groupama et on va essayer un peu de mieux comprendre effectivement les liens entre la prévention, l'assurance, le métier d'agriculteur. Et peut-être déjà pour faire un peu une liste aujourd'hui des différents risques qui sont liés au métier d'agriculteur. Est-ce que Adrien, toi, tu as des trucs qui te viennent en tête comme ça, des principaux, et puis comme ça après, Étienne, tu pourras compléter? Je pense que les deux risques majeurs dans une exploitation, c'est le risque climatique qui peut détruire toutes les cultures, et après le risque humain qui est très important. Surtout dans une exploitation où à l'heure d'aujourd'hui on a du mal à se faire remplacer. Donc je pense que c'est les deux risques majeurs sur une exploitation. Ok. Et après bien sûr des sinistres, incendies, tout ça sur les bâtiments. Ça marche. Du coup je te laisse compléter. Moi je dirais que je compléterai également par le risque incendie, qui est quand même le risque particulier qu'on rencontre sur les exploitations agricoles, parce que tous les éléments sont réunis pour avoir un départ de feu. On a des matériels, des foins, de la paille, du foin qui peut fermenter. Tous les éléments qui sont réunis pour faire un sinistre majeur en incendie en fait. C'est quelque chose que tu vois souvent? C'est très fréquent malheureusement, surtout à la période où on a la récolte de foin en ce moment, du fourrage, mais également tout au long de l'année, que ce soit dans les bâtiments d'élevage de volailles, sur les différentes installations. C'est un risque très important d'un point de vue assurance. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, ensuite Adrien disait le risque climatique, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Effectivement, de plus en plus les agriculteurs sont confrontés au risque climatique, le changement est en place, donc Groupama met en place forcément des garanties qui sont adaptées pour pouvoir pallier aux risques qui sont nos risques d'aujourd'hui. Ça marche. Et ensuite, on parlait du coup de risques plutôt humains. C'est comment tu nous le décrirais? En fait, le métier d'agriculteur est complexe parce que on n'est pas que agriculteur, on est à la fois agriculteur, mécanicien, couvreur. C'est un métier où les activités sont nombreuses et multiples. Donc forcément, le risque humain se trouve à tous les niveaux. Donc il faut être conscient justement dans son activité que les risques sont présents, qu'il faut mettre en place les moyens qu'on peut mettre en place, mais avant tout tenir compte des risques et de savoir qu'ils existent pour pouvoir y faire face par la suite.
Et c'est pour ça qu'on travaille très souvent avec la MSA, qui est, c'est leur spécialité d'ailleurs, le risque humain. Et on a, quand on fait des stages 21h, un atelier commun. Alors, est-ce que juste tu peux dire ce que c'est la MSA ? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la MSA ? Donc la MSA, c'est la mutualité sociale agricole, autrement dit la sécurité sociale des agriculteurs. D'accord. Donc qui est guichet unique parce qu'en fait c'est à la fois caisse d'allocation familiale, retraite, maladie, tout réuni dans un seul et unique organisme. Mais par contre nous en prévention, nous avons des ateliers communs. Il existe des chargés de prévention MSA, comme nous sommes nous chargés de prévention au Groupama. Et donc nos visites sont parfois communes puisque on a des risques communs, les arbres de transmission, les choses comme ça sont des points qui sont communs à la fois à la MSA et à Groupama. Parce que forcément, c'est quoi quand on la touche... transmission ? Pardon ? C'est quoi la transmission ? La transmission, c'est la liaison entre le tracteur et l'outil qui est porté derrière ou traîné derrière. D'accord. Et donc si l'arbre de transmission qui tourne n'est pas protégé, et c'est quand même très fréquent, eh bien, il y a le risque de se faire happer. Et tous les ans, il y a des gens qui sont approchés de la transmission mal protégée et qui sont ou blessés ou tués, qui s'enroulent autour de l'arbre de transmission. Donc on a des points communs avec la MSA. Et sur différentes activités, on est en lien commun aussi avec la MSA sur les différents accidents. Donc on a eu des accidents en méthanisation par exemple. Eh bien évidemment c'est un sujet qui est commun et qu'on aborde quand on fait nous-mêmes nos visites puisque l'humain est au cœur du problème. Si l'agriculteur ne peut plus travailler, l'activité s'arrête et c'est quand même très difficile de se faire remplacer comme tu disais tout à l'heure. Hein. Tu dirais du coup pour compléter qu'effectivement le fait qu'aujourd'hui en fait l'agriculteur tout repose aussi sur lui et il est un peu par monts et par vaux dans son métier, dans les champs, dans les papiers, etc. machin, c'est un facteur aujourd'hui que toi tu constates de risque effectivement de louper quelque chose ou mal faire quelque chose. Oui, le métier d'agriculteur aujourd'hui c'est un métier de chef d'entreprise. Donc c'est un métier où il faut être polyvalent, aussi bien dans la technique agricole mais aussi bien dans la gestion. Et on ne peut pas confier une exploitation comme ça s'il y a un problème humain sur l'exploitation. Admettons que le jeune soit tout seul, il a un problème humain, un problème de santé. Pour le remplacer, je peux vous dire que faut être au courant de tout, des normes, de plusieurs choses. Donc il faut un personnel vraiment qualifié. Et en ce moment, c'est très compliqué de se faire remplacer sur une exploitation. Donc je pense que le risque humain, c'est un risque majeur et il faut en avoir conscience dès le départ quand on s'installe. Et moi j'en ai eu conscience quand je me suis installé et quand justement mon assurance Groupama est venue et m'a proposé ses offres de service pour ces risques. Donc je me suis dit ouais, faudrait peut-être que je m'assure parce que en effet si je viens me casser quelque chose ou que je peux plus travailler, ça va être compliqué. Ouais, voilà. Et c'est vrai que c'est assez curieux parce que très souvent les agriculteurs pensent assurer leur tracteur, leur moissonneuse-batteuse, leur matériel en général, mais oublient un petit peu de s'assurer eux-mêmes. Et quand l'agriculteur est blessé et qu'il doit durablement s'absenter, eh bien ça peut être un risque majeur puisque s'il est tout seul sur l'exploitation, c'est quand même très très compliqué comme tu le disais. Bien sûr. Justement, du coup tu as commencé à en parler, ça me fait une très belle transition. Aujourd'hui, comment des acteurs comme Groupama ou on parlait tout à l'heure de la MSA, comment vous accompagnez justement, toi quels ont été l'accompagnement que tu as eu de la part de Groupama pour essayer de minimiser ces risques? Moi je dirais qu'en fait... Un peu ton métier au quotidien. Mon métier au quotidien. Donc le métier de chargé de prévention, c'est déjà de faire du conseil de prévention auprès de nos assurés, des agriculteurs essentiellement, mais on est aussi sur le monde qui n'est pas agricole, les garages, les artisans, les entreprises également. Et l'accompagnement est un point essentiel parce qu'en fait, en général, les conseillers commerciaux qui sont sur le terrain nous font remonter les projets des chefs d'entreprise et c'est à ce moment-là précis qu'on doit justement prendre contact avec le chef d'exploitation, le chef d'entreprise pour commencer à donner les conseils. Nos visites de prévention sont gratuites. Le but, c'est vraiment de donner des idées, des conseils, du retour d'expérience pour faire et bien faire.
pour que ce soit la MSA, la Chambre d'agriculture, Groupama, chacun donne des conseils, des idées pour pouvoir faire et bien faire. Parce que c'est le chef d'entreprise qui, à la clé, va déterminer ce qu'il va faire, mais il faut qu'il le fasse avec des éléments avertis. Nous, je le dis toujours, en prévention, on ne vend rien. On ne vend pas d'assurance, on ne vend pas d'extincteur, pas d'installation électrique, pas d'alarme, rien du tout. Le but, c'est de vraiment donner le conseil pour qu'après, l'exploitant choisisse ce qu'il va faire. D'accord. Donc effectivement, il y a des impondérables, je pense aujourd'hui de l'accompagnement. Il y a toujours, on voit un peu toujours les mêmes choses dans les exploitations, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de cas par cas que vous êtes obligé d'aller voir ces exploitations-là. Enfin, c'est important de se déplacer sur place pour regarder quelle est la spécificité de tel ou tel type d'agriculture, tel ou tel bâtiment, comment c'est fait, etc. quoi. C'est effectivement une particularité de Groupama, c'est que les chargés de prévention se déplacent systématiquement sur les exploitations agricoles, sur d'autres risques aussi bien sûr. Le but, c'est d'aller voir sur place. C'est un audit qui est réalisé. On suit l'exploitant agricole qui nous montre la totalité de ses bâtiments. On visite l'intérieur et l'extérieur. Et au fur et à mesure de la visite, eh bien, on s'arrête sur les points qui peuvent être dangereux, qui peuvent être améliorés. Le retour d'expérience dont on bénéficie permet d'avoir des idées qui ne sont pas forcément coûteuses pour améliorer les choses. C'est vraiment un audit particulier. Effectivement, chaque visite est différente parce que chaque site est différent. Même si on est sur une exploitation laitière le matin et l'après-midi, les deux sites sont totalement différents et les solutions sont complètement différentes. Et l'état des bâtiments, enfin, je dirais l'exploitation elle-même est différente. Donc forcément, la visite est impérative et c'est bien parce qu'en fait, il faut aller sur place pour se rendre compte de ce qui se passe. Oui, on va pas. C'est pas l'idée, c'est pas de donner un prospectus avec voici les risques agricoles et ce que vous pouvez faire. En fait, c'est obligatoire effectivement que ça soit du cas par cas et très ciblé quoi. Nous avons des brochures, c'est vrai, mais la brochure c'est la base et la vérité de la visite, c'est le terrain et l'échange entre l'agriculteur et le chargé de prévention pour pouvoir faire et bien faire, réaliser les choses qui vont bien au bon moment quoi. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce que tu as vu des évolutions, enfin quelles sont un peu les évolutions de ces risques au fil des années? Est-ce qu'il y a des nouveaux risques qui sont apparus? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a complètement réglées par exemple? Ouais, un peu sur l'évolution. Alors l'évolution aujourd'hui, elle porte essentiellement sur les énergies renouvelables, pardon. De plus en plus d'installations ça se met en place puisque les agriculteurs disposent de grandes surfaces de toiture. Donc c'est un moyen de valoriser les toitures en installant du photovoltaïque sur les bâtiments. Et puis je pense qu'à l'avenir, on va continuer à développer puisqu'on a besoin d'électricité. On a aussi un développement qui existe au niveau des bâtiments d'élevage hors sol. Poules pondeuses, poulets, porcs, etc. Et bien sûr, les énergies renouvelables également dans le domaine de la méthanisation, soit en injection, soit en cogénération. D'accord, donc c'est des projets nouveaux que vous voyez sur les exploitations et auxquels il faut penser aussi les risques de ces nouveaux projets, quoi. Dans tous les cas, même si c'est pour la construction d'un bâtiment de stockage de fourrage, il est toujours très important de contacter son assureur pour en discuter, pour avoir, je dirais, les restrictions, c'est pas ça, mais les obligations des assureurs vis-à-vis des risques incendies, vis-à-vis de la réglementation des installations classées, si c'est la méthanisation par exemple, vis-à-vis du code du travail, puisque certains ont des salariés. Donc le but, c'est vraiment de donner du conseil sur l'ensemble du risque ou des risques pour faire et bien faire, et ne pas se retrouver face à une installation qui est existante et qui ne correspond pas pour pouvoir être assuré parce qu'elle devient dangereuse. C'est noté. Du coup, effectivement, on a pu voir un peu comment on peut, avant que le sinistre arrive, on peut effectivement mettre en place différentes choses et être accompagné pour réduire ces risques. Est-ce que vous avez aujourd'hui des histoires de vous ou enfin des exemples en fait concrets de choses qui peuvent arriver effectivement si les mesures de prévention sont pas prises ou enfin la prévention c'est pas magique non plus hein, on peut prendre toutes les précautions du monde et qu'il se passe quand même quelque chose voilà qu'on voit un petit peu concrètement ce qui peut arriver.
Adrien, comme tu veux. Vas-y. Moi je pense que ce qui peut arriver, c'est comme on en a parlé tout à l'heure, le sinistre incendie. J'ai un exemple en tête puisque nous avons été concernés sur l'exploitation. On défibrait de la paille donc avec une machine exprès et d'un seul coup le bâtiment a pris feu. On était au 15 septembre. Donc un mois avant de rentrer les bêtes, donc les bâtiments étaient constitués de stocks de paille et de bêtes de chaque côté. Heureusement c'était la période où les bêtes étaient en pâture, il n'y avait que 14 bêtes. Et donc du coup tous les bâtiments bien sûr étaient ruinés. Le stock fourrage derrière était brûlé. Donc vous vous retrouvez à un mois de l'hiver et vous dites j'ai plus d'outils, j'ai plus rien pour élever les bêtes quoi. Donc j'ai ça en tête et ça marque dans une vie quoi. J'imagine que c'est effectivement une expérience très traumatisante et comment vous avez géré ça du coup? T'étais pas tout seul du coup? Non, j'étais pas tout seul, il y avait mes parents bien sûr. Okay. Après on a eu une grande chance d'avoir quelqu'un dans le village qui avait des bâtiments qui avaient arrêté les bêtes et qui avait des bâtiments encore fonctionnels où on a pu justement amener les bêtes l'hiver quoi. Le temps de reconstruire de reconstruire bien sûr le bâtiment, mais on a reconstruit plus intelligemment on va dire puisqu'on a reconstruit 2 bâtiments au lieu d'un pour séparer le stock de fourrage et les bêtes quoi, parce que c'est vrai qu'au départ on faisait des rabattus et puis on mettait des bêtes et voilà donc mais il y avait vraiment un risque et là le risque est diminué quand même fortement quoi. Bien sûr. Même s'il y a un bâtiment qui prend comme là de stockage de paille ou de fourrage, ça sera pas tout, les bêtes ne seront pas concernées, enfin le bâtiment des bêtes ne seront pas concernés normalement quoi. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu penses que ça aurait pu être évité? Mais effectivement c'est sur une question d'aménagement en fait de la ferme, mais ça la ferme quand tu la reprends elle est comme ça en fait. Voilà, après bien sûr que ça aurait pu être évité si on avait 2 bâtiments distincts, mais après il faut les construire, il faut avoir l'argent, faut tout ça, donc on peut être conseillé bien sûr, mais après derrière le conseil c'est pas celui qui paye. Tu fais des choix économiques aussi. Voilà, le conseiller n'est pas le payeur, donc forcément on peut faire des choses, mais après c'est aussi faut s'adapter à ce qui est au présent quoi. Bien sûr. Si tu as d'autres exemples. Je dirais qu'effectivement c'est un excellent témoignage puisque c'est du vécu. Moi quand je participe aux journées jeunes agriculteurs, j'en ai pratiquement 10 tous les ans maintenant dans les Ardennes. Journée jeunes agriculteurs, c'est quoi? Donc c'est le stage 21h qui permet aux jeunes de s'installer, qui est organisé par la Chambre d'agriculture avec les jeunes agriculteurs qui vont reprendre les exploitations agricoles et qui vont donc se lancer prochainement dans le métier. Bien, on écoute leurs projets et c'est toujours intéressant parce qu'ils reprennent des bâtiments qui sont existants. Alors, il y a deux types de jeunes agriculteurs. Il y a celui qui reprend l'exploitation des parents, donc il est né dedans et finalement se pose plutôt moins de questions que celui qui va reprendre une exploitation extérieure. Parce qu'en fait, il est né dedans et puis voilà, on fait comme ça et ça ne se réfléchit pas trop. Enfin, c'est comme ça, voilà. Et donc on fait réfléchir parce que on a toujours fait comme ça, on a toujours mis les bêtes à gauche, le foin à droite, la paille de l'autre côté, et puis quand ça brûle, ça brûle. Alors qu'en fait, le but de l'opération, c'est de les faire réfléchir pour dire, voilà, aujourd'hui, vous ne séparez pas le fourrage, mais non, mais on a le bâtiment des veaux là-haut, mais c'est comme ça. Mais en fait, pourquoi est-ce que la prochaine récolte, le bâtiment des veaux, il est transformé en stockage de fourrage, et les veaux repassent de l'autre côté? C'est un exemple comme celui-là, mais en fait, c'est une réflexion un petit peu à long terme. Et puis les jeunes qui s'installent, qui reprennent une exploitation extérieure, c'est un petit peu différent parce qu'ils font l'audit eux-mêmes de ce qu'ils vont reprendre ou ce qu'ils rachètent. Et donc ils se disent que là il faut que ce soit fonctionnel. La réflexion n'est pas tout à fait la même, mais effectivement on les fait réfléchir aussi de façon à expliquer que il faut séparer le fourrage dans une zone qui ne brûle pas. C'est pas forcément coûteux, parfois si, mais c'est parfois juste de la réorganisation dans l'exploitation agricole. En tout cas, au maximum, essayer de voir comment ça peut être juste une réorganisation avant de réfléchir à un investissement, quoi. Tout à fait, parce que comme tu disais tout à l'heure, on ne prend pas une baguette magique, on ne reconstruit pas à zéro, donc il faut faire avec l'existant.
Mais nous, on peut aussi, quand on fait la visite, donner du conseil de prévention. On peut placer le fourrage derrière un mur à combustible en parpaing, par exemple, ou en pierre qui est existant. Alors, il n'est pas complet jusqu'en haut, donc on peut le remonter en parpaing. Même si c'est pas tout à fait orthodoxe, on peut déjà mettre un bardage métallique. On va séparer les fumées, les gaz chauds dans l'attente de l'arrivée des pompiers. Il y a des choses simples qui peuvent se faire. Après, c'est une réflexion, puisqu'en fait, l'agriculteur n'avait pas forcément pensé à ça au départ. Chacun c'est un échange en fait. C'est un échange constructif. Et après, il faut réfléchir dans le temps pour faire et bien faire de façon à ce que ce soit durable, quoi. Complètement. Merci en tout cas d'avoir partagé ça et voilà, ça nous éclaire un peu sur effectivement ces différents risques. C'est pas ton métier du coup, toi, Étienne, mais du coup, quand il se passe quelque chose comme ça, mais peut-être que du coup, Adrien, tu pourras répondre. Comment t'as été accompagné, comment tu te relèves de ça en fait? Alors, bien sûr que quand ce sinistre arrive, c'est la catastrophe, quoi. Vous avez toutes les personnes qui veulent vous aider, vous avez quand même beaucoup de personnes qui veulent vous aider, l'assurance qui vient, mais aussi les contrats experts qui arrivent, qui se présentent et qui sont là même le soir même, dont j'ai été prévenu qu'il faut arriver pour se défendre. Et donc c'est une histoire d'experts aussi. Donc il faut, je pense, être... nous on a été honnête dans ce qu'on a déclaré de sinistrés, quoi. Et après on a été très bien accompagné par Groupama justement après l'incendie qui nous a trouvé on avait trouvé l'hangar, quoi, pour stocker, pour mettre les bêtes, mais on a été on a été dédommagé des coûts en plus, quoi, parce que bien sûr l'alimentation elle est pas sur place, donc il faut l'amener, tout ça. Donc ça, on a été très bien accompagné par Groupama qui nous a justement dédommagé de ces coûts en plus, quoi, pour pouvoir continuer à élever les bêtes. Et après c'est beaucoup de papier beaucoup de papier, mais ouais, l'assurance a un rôle majeur quand même dans l'accompagnement après le sinistre. D'accord. Alors, en ce qui nous concerne, chargé de prévention, nous sommes aussi missionnés parfois sur les sinistres importants, notamment justement après lors de l'expertise. Le but, c'est de rechercher la cause de l'incendie, l'origine du feu, pourquoi ça s'est développé, et puis également un rôle lors de la reconstruction, parce que si l'incendie s'est produit avec des dommages importants dans la situation qui était existante, à la reconstruction, il est important de reconstruire avec des mesures qui ne vont pas permettre de reproduire la même chose. Ouais, Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire construire à distance un bâtiment de stockage de foin et paille. Ouais, voilà. Eh bien, ça peut être un mur à combustible entre les deux, ça peut être différentes mesures de prévention qui vont permettre de ne pas reproduire l'incendie de la même manière. Oui, forcément. Et là, en fait, tu reviens dans ton métier qui est comment on réfléchit en amont à cette réduction des risques, quoi. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, on a cité la MSA entre autres. Quels autres organismes parlent de prévention des risques aux agriculteurs avec qui vous bossez pour réduire les risques dans le secteur agricole? Avec quels autres types d'organismes? MSA et vous? Oui, effectivement, essentiellement la MSA. Finalement, on a assez peu d'homologues en prévention pour pouvoir échanger. Moi, je dirais qu'on est pratiquement la seule entreprise à aller sur le terrain systématiquement et à analyser les risques. Donc, on a un peu une particularité. Je dirais même, on a la particularité depuis très longtemps à Groupama d'effectuer des visites sur le terrain et pas uniquement assurer uniquement sur une déclaration, sur un contrat, sur un coin de table. Après, je pense que Groupama, c'est un acteur majeur des assurances dans l'agricole. Après, bien sûr, il n'y a pas que Groupama, quoi, et donc il y a forcément d'autres interlocuteurs aussi. La MSA, bien sûr, qui est un organisme essentiel sur la sécurité des exploitants. Bien sûr. Et après, non, je vois pas trop d'autres organismes. Moi, je dirais qu'on a quand même aussi, on a oublié la Chambre d'agriculture, qui a des spécialistes dans leur domaine qui peuvent aussi apporter leur expertise. D'accord, donc, et puis ce dont tu parlais tout à l'heure, des stages 21 heures pour l'installation, etc., tout ça c'est co-organisé par les chambres d'agriculture.
notamment. Effectivement, la chambre d'agriculture avec les jeunes agriculteurs qui réalisent les stages et donc qui regroupe, pour nous, c'est une dizaine d'agriculteurs. Sur la Marne, c'est une dizaine de viticulteurs de la même manière, puisque aussi il y a une partie viticole et qui s'organise de la même manière pour aborder les projets, pour une pleine réussite des projets. Après, nous aussi, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord-Pas-de-Calais, avec les JO, on organise aussi des fois des rencontres avec justement Groupama, qui est un partenaire des jeunes agriculteurs. Et des fois, des réunions de canton, quoi. Il peut y avoir des intervenants extérieurs qui viennent nous donner des conseils sur la sécurité, tout ça. C'est aussi et le après, but d'un syndicat. je citerai aussi, pour avoir vécu le parcours il n'y a pas longtemps, les écoles qui ont quand même un rôle dans les risques, où les risques sont bien rappelés dans les études. Voilà. Oui, bien sûr, quand on passe effectivement soit son BPREA ou d'autres types de diplômes agricoles, il faut qu'effectivement on soit éduqué et formé à ça dès le plus jeune âge. Il y a de plus en plus de cours où les risques sont primordiaux. Effectivement, tu as raison. Moi aussi, j'interviens dans les lycées agricoles yes. pour pouvoir faire c'est essentiellement la formation concernant la circulation du matériel agricole, puisque le monde agricole a un code de la route qui est un peu particulier, qui n'est pas celui de Monsieur Tout-le-Monde. Donc j'interviens pour expliquer la circulation, les règles, les dépassements de longueur, de largeur, l'âge de conduite, toute la particularité de votre activité agricole. Oui, parce que c'est toi qui m'as dit quand on s'est rencontrés il y a quelques jours qu'on avait le droit de conduire alors qu'on n'avait pas 18 ans, c'est ça, quand on est agriculteur? Oui, c'est exact. On peut conduire un tracteur rattaché à une exploitation agricole dans le cadre de l'exploitation agricole à partir de 16 ans. Alors qu'en fait, c'est un engin qui va faire, 10, 20, 30 tonnes, puisque quand on a la charge... oui, c'est particulier à conduire quand même. Parce qu'en fait, on a le droit de conduire à 16 ans un tracteur avec une seule remorque, mais sans limitation de tonnage finalement. Alors qu'en fait, pour monter sur un scooter, il faut passer un BSR, il faut une formation, et là, c'est une particularité. Il n'y a pas, il n'y a pas de permis tracteur? Non, c'est une réglementation comme ça, à part, et on va dire qu'il ne faut pas trop en parler, quoi, parce que ça nous arrange bien. Mais je pense que après, les jeunes qui ont 16 ans et qui conduisent un tracteur, on conduit bien avant dans la ferme. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, je suis totalement d'accord que c'est vrai qu'un jeune de 16 ans peut se promener en tracteur sur la route. Et à 18 ans, il peut se promener avec un tracteur et avoir le même tonnage, même plus de tonnage, avoir 50 tonnes de poids total en charge et qui se promène sur la route, qui va livrer le grain ou quoi. Donc c'est vrai que c'est une réglementation à part. Mais voilà, après, les engins normalement ne roulent pas très très vite, même quoique maintenant il y en a quand même qui bombardent un peu. Non, mais c'est vrai que tu as raison, on peut se déplacer sur la route avec des engins qui mesurent jusqu'à 4,50 m de largeur, uniquement avec un véhicule d'accompagnement. Alors qu'il faut savoir sur des routes qui ne sont pas adaptées du tout à ça. Sur les routes de Monsieur Tout-le-Monde, y compris les routes départementales, alors qu'un poids lourd au-delà de 2,50 m devient convoi exceptionnel. Donc c'est effectivement une réglementation particulière qu'il faut connaître, qu'il faut expliquer, parce qu'il y a des mesures à mettre en place. Il faut des gyrophares, il faut de la signalisation, des véhicules d'accompagnement en fonction des longueurs et des largeurs. Donc c'est pour ça que j'interviens très souvent dans les lycées agricoles, dans les CUMA également. On fait des réunions pour expliquer comment faire et bien faire. Parce que du coup, quand il y a reprise, effectivement, qu'on prend la suite de ses parents et où là, du coup, on a conduit depuis très jeune et on a une transmission de ce savoir-là, de savoir conduire un engin. Comment ça se passe quand c'est une installation? Enfin, ça s'apprend quand même à conduire ce genre de véhicule. Enfin, ils apprennent tout seuls? Effectivement, ça s'apprend, mais on ne va pas à l'auto-école. C'est un peu la particularité. On a alors, hormis quel est le statut dans l'exploitation agricole, parce que moi je parle d'un point de vue code de la route exclusivement, mais si on est dans le village et que le petit jeune d'en face, il est passionné par l'agriculture, il a 16 ans, il a le droit de monter sur le tracteur, de prendre le tracteur de l'exploitation agricole avec une remorque et de l'utiliser. C'est tout à fait réglementaire d'un point de vue code de la route. Pas à 16 ans. Alors, après, sous réserve d'avoir un statut normalement d'un point de vue MSA. Mais d'un point de vue code de la route,
Il a 16 ans, il a le droit de monter. Si Ouais, on le mais tracteur s'il est de la fils route- d'agriculteur, s'il est pas Non, fils non, non, d'agriculteur, non, il doit avoir... Ça, c'est un petit peu dans l'état d'esprit des gens, mais c'est pas ça. Hein. Moi, je ne suis pas agriculteur. Je ne suis pas agriculteur. Je prends le tracteur de l'exploitation agricole avec une benne. Moi, j'ai le droit d'avoir même 2 remorques. Je prends le tracteur. Je n'ai pas de permis poids lourd. Je n'ai rien. Même si je n'ai pas de permis voiture, j'ai le droit de l'utiliser dans le cadre agricole, dans la mesure où c'est le matériel agricole pour l'exploitation agricole. Alors après, on est toujours dans le cadre de la MSA. Est-ce qu'on a un statut ou pas, hein. Mais il y a le statut aussi de salarié qui compte. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi un coup de main, etc. Et donc il y a aussi un côté dérogatoire qui a été mis en place il y a quelques années. Avant, pour conduire un tracteur, quand on était agriculteur, on n'avait pas besoin de permis. Et le jour où on était retraité, il fallait un permis. Donc ça posait problème puisque le retraité, il a conduit toute sa vie et brutalement ne pouvait plus conduire. Et donc il y a une loi qui a été mise en place. Donc maintenant, tout le monde peut conduire un tracteur agricole, rattaché ou non à une exploitation agricole, mais surtout même pas rattaché à une exploitation agricole, pour aller rentrer mon bois avec une seule remorque. D'accord. C'est un permis dérogatoire, enfin c'est dérogatoire, on a le droit avec le permis B. Ok. Bon, après cette petite divagation sur les enjeux tracteurs, mais je trouvais que c'était aussi intéressant. Du coup, je voulais aussi qu'on termine cette interview. Là, on est aujourd'hui sur un gros salon quand même agricole qui est Terre de Gym. Peut-être, du coup, tu peux nous en parler. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce salon ? Alors, Terre de Gym, c'est un événement majeur. C'est la finale nationale de la bourre. Donc c'est un événement qui a lieu une fois par an dans un département ou une région. C'est un événement porté par les JA. C'est la plus grande fête agricole d'Europe en extérieur, donc dans un champ. C'est un travail de titan. C'est des bénévoles, c'est au moins une centaine de bénévoles par jour. C'est un truc de fou, quoi. C'est des animations concoctées par des responsables qui ont été gérés à l'avance. C'est 1 an et demi de préparation. Donc le but de cet événement-là, quand même, pour les JA, c'est de promouvoir l'agriculture, promouvoir nos métiers, faire connaître aux gens ce qui se fait ici dans la région au niveau agricole. Ouais. Et aussi divertir les gens et essayer d'avoir un contact justement avec ces gens-là à qui on les nourrit, quoi. Voilà. Donc il y a dans les visiteurs, tu as à la fois des gens du milieu agricole, mais du coup le but est aussi de montrer tout ça au grand public. Oui, tout à fait. L'événement est ouvert à partir de vendredi jusque ce soir dimanche. Vendredi, c'était plus un moment, je pense, pour les professionnels et les écoles qui se sont déplacés en nombre. Et après, samedi, dimanche, c'est vraiment plus un public familial et tout public où c'est la sortie du week-end, quoi. Et où les enfants découvrent le matériel agricole justement qui est exposé et c'est un truc de dingue. Et du coup, Groupama, là on est sur le stand de Groupama. Pourquoi c'est important pour vous d'être là à Terre de Gym ? Enfin, qu'est-ce que vous souhaitez montrer en fait sur ce stand ? Eh bien, je pense que Groupama montre déjà la présence sur le site permet de montrer l'accompagnement de Groupama envers le monde agricole. À la fois l'accompagnement comme on le fait aujourd'hui d'un point de vue prévention, puisqu'on a un stand de prévention. La voiture tonneau concerne les risques routiers qui sont les risques quotidiens. Les nouveautés, là on a pris la partie exosquelette. C'est une animation ludique en même temps. Donc c'est à la fois vis-à-vis du monde agricole, bien sûr, qui est quand même notre premier grand marché, et également au niveau de l'ensemble du public. Montrer justement que le monde agricole existe et qu'on les assiste, qu'on les aide au quotidien. Ça marche. Je vais vous laisser reprofiter alors de ce salon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Cet épisode est déjà fini et nous avons compris qu'au-delà de proposer des assurances en cas de sinistre, le métier d'assureur est aussi et avant tout de les prévenir au mieux pour éviter les drames et les catastrophes au sein des fermes agricoles. Un grand merci à eux deux pour leur témoignage et leur retour d'expérience. Et comme toujours, merci à vous pour votre écoute. À la Ferme Digitale, sans qui ce podcast n'aurait jamais existé,
ainsi qu'à Paul pour le son, le montage et ses précieux conseils. Si vous avez aimé cet épisode et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager à vos réseaux et à le noter sur iTunes Podcast avec plein d'étoiles. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre La Ferme Digitale sur ses différents réseaux sociaux. À bientôt!